Bonjour à tous et ravi de vous retrouver avec cette première vidéo sur la nouvelle playlist. Une playlist qui parlera de légendes, de mystères et de phénomènes surnaturels. Alors aujourd'hui, pour démarrer cette nouvelle playlist, mes amis, j'ai choisi de vous parler du manuscrit Voynich, le mystère du manuscrit Voynich. Un manuscrit qui a été trouvé en Italie par un antiquaire. Mais avant de venir à cette histoire excellente, étonnante et mystérieuse de ce manuscrit, je tenais à vous remercier pour les abonnements, les partages et les petits pouces en haut. N'hésitez pas, mes amis, à vous abonner si vous arrivez par hasard. C'est gratuit. Donc, ça vous permettra de ne pas perdre les prochaines publications. Merci pour les partages, les likes et les petits pouces en haut. Alors, aujourd'hui, mes amis, on va parler de ce fameux manuscrit. Peut-être que quelqu'un d'entre vous en a déjà entendu parler, peut-être pas, mais grâce à Internet, vous pourrez trouver plein d'informations si vous cherchez un tout petit peu. Moi, j'ai envie de commencer par ce magnifique histoire mystérieuse de ce manuscrit. Un manuscrit qui, en 1912, a été trouvé par un antiquaire dans un monastère en Italie. Dans ce monastère italien, on y avait tout simplement confisqué les biens de l'église et du coup, quand ils ont été mis à la vente, ce monsieur, heu, parmi tous les bouquins, a trouvé ce manuscrit et il lui a donné d'ailleurs son nom. Mais avant d'en arriver à cette histoire, j'aimerais quand même vous dire que ce manuscrit, qui est vieux de plusieurs siècles, est dirigé, dans une langue, enfin il est plutôt rédigé dans une langue inconnue, totalement indéchiffrable et accompagné d'illustrations bizarres. Des plantes qui n'existent pas, des cartes célestes énigmatiques et des scènes étranges qui impliquent des personnages nus dans des bassins d'eau. Quelqu'un pourrait dire qu'on a percé le mystère à ce jour, mais c'est faux. Le mystère n'a toujours été perçu. On ne sait pas qui est l'auteur de ce manuscrit, ni de quoi il parle, ni dans quelle langue a été écrite. Ce livre, qui est désormais connu sous le nom du manuscrit de Voynich, aurait été écrit au XVe siècle et depuis sa découverte, les meilleurs cryptographes en linguistique et aussi des spécialistes en langue et en cryptographie ont tenté en vain de déchiffrer ce qu'il contenait, mais sans succès. Certains pensent qu'il pourrait s'agir d'un ancien grimoire d'alchimie. D'autres pensent que ce n'est autre que un traité sur une science oubliée. Et d'autres encore avancent l'hypothèse qu'il aurait une origine extraterrestre. L'origine exacte du manuscrit, son auteur et son contenu restent donc à ce jour toujours un mystère absolu. Plusieurs tentatives de traduction ont échoué et même l'intelligence artificielle moderne n'a pas pu lever le voile sur son secret. Alors, que renferme réellement ce manuscrit? Une connaissance interdite? Un canular médiéval? Personne ne le sait encore. Que penses-tu de cette légende, de ce mystère? Mais je vous en dis plus et vous comprendrez encore un peu plus de quoi on parle. Tel qu'il se présente de nos jours, le codex est constitué de 234 pages et ce manuscrit est en vélin, ce qui veut dire qu'il est en peau de veau mort-né, donc des techniques très anciennes et particulièrement très fines et travaillées en parchemin de qualité supérieure. Il semble qu'à l'origine, ce livre contenait 272 pages plutôt, hein, mais à ce jour, par contre, il en resterait, à peu près, voilà, 234. Il y a quand même quelques points à éclaircir. Le premier, la langue.
indéchiffrable et inconnu. Le texte du manuscrit, qui est écrit dans un alphabet qui n'existe dans aucune langue connue à ce jour, il semble suivre des règles grammaticales et linguistiques cohérentes, mais il ne correspond à aucun langage humain répertorié. Comme je vous disais, il y a énormément eu de personnes qui ont tenté de comprendre et il y a un grand cryptographe de la Seconde Guerre mondiale qui essayait vraiment de le déchiffrer, de tenter en tout cas de le traduire, hein, pour percer cette énigme et ce mystère, mais il n'y est pas parvenu, hein. Certaines théories avancent qu'il s'agirait d'un chiffrement complexe d'une langue perdue ou même d'un texte, purement inventé. Mais si c'était un canular, mes amis, pourquoi aurait-il été écrit avec tant de structure et de régularité? Et les illustrations, sous ces 240 pages à peu près, 234 confirmées en tout cas, il y a des illustrations très étanches. Par exemple, vous pouvez y trouver, des plantes inconnues, oui. Aucune de ces plantes, il semblerait, hein, qui est dessinée dessus, qui n'existerait sous terre. Il y a des cartes célestes très mystérieuses avec des chemins astronomiques incompréhensibles, même par les plus grands astrologues, chimistes et tout ce que vous voulez, alchimistes de nos jours. Il y a des femmes nues dans des bassins et ces dessins sont assez bizarres. Ils montrent des femmes qui semblent flotter ou se baigner dans un liquide qui est relié par des tubes étranges. Il y a aussi des schémas alchimiques. Certains croient peut-être qu'il s'agit d'un traité secret sur la médecine médiévale ou en tout cas d'une science ésotérique. Mais qui a écrit ce bouquin? Eh ben, enfin ce manuscrit? Eh ben, on ne sait pas, hein. Le mystère s'épaissit encore plus justement quand on évoque qui a écrit ce manuscrit. Quelques théories est quand même sorties. Par exemple, on dit que Roger Bacon, moine alchimiste du XIIIe siècle, pourrait être à l'origine de ce manuscrit. Certains pensent qu'il l'aurait caché, hein, pour un savoir interdit. D'autres disent que les cathares et les templiers, hein, c'est peut-être un ouvrage ésotérique de ces ordres disparus, mais il y a aussi l'origine extraterrestre, une hypothèse folle, hein, certes, mais certains croient que le manuscrit pourrait être un message codé d'une civilisation non terrestre. Mais on pourrait aussi, en dernière, hypothèse, penser à un canular médiéval, mmh. Une théorie dit que c'était une escroquerie peut-être destinée à vendre un fameux manuscrit qui contenait, je ne sais pas quoi, voilà, avec ses illustrations, ses dessins, ses écritures, peut-être à quelqu'un de très noble, juste pour lui retirer de l'argent. Mais bon, pourquoi on n'arrive pas à le déchiffrer? Voilà, des experts en intelligence artificielle ont tenté d'analyser ce texte. Les seules choses qu'ils ont trouvées, les voici. Il y a 3 petits points. Le texte suit une structure linguistique naturelle. Ce n'est pas juste du charabia. Certaines répétitions sont trop précises pour être aléatoires. Et il y a aussi des similitudes avec des langues anciennes qui ont été détectées. Certains chercheurs pensent qu'il pourrait s'agir d'un dialecte oublié. Mais malgré toutes ces avancées, aucune traduction n'a pu être confirmée à ce jour. Eh oui, alors, où se trouve-t-il maintenant ce manuscrit? Eh bien, après qu'il a tellement voyagé, aujourd'hui, ce manuscrit se trouve à la bibliothèque Beinecke de l'université de Yale, aux USA. Il est disponible en ligne pour les gens qui sont curieux et aussi pour des personnes, surtout les chercheurs, qui continuent d'essayer de percer son secret. Donc, si la curiosité vous prend, n'hésitez pas d'aller chercher quelques informations sur le net. Peut-être que voilà, vous pourriez tout simplement trouver qui c'est, hein, une résolution, un petit indice. Ah, sait-on jamais, hein. Alors, si on veut retracer son parcours, on va parler un peu d'histoire, mais c'est juste pour que vous compreniez et peut-être que quelque chose pourrait résonner avec vous. Qui sait? Sa fabrication débuterait au XVe siècle. Le livre n'apparaît dans l'histoire que 2 siècles plus tard. Dans sa lettre en latin du 19 août 1965, Kircher écrit à Marcy indiquant que le livre avait été acheté par un empereur.
Cet empereur, ça serait Rodolphe II. Donc on parle de 1614 12. Néanmoins, le propriétaire officiel le plus ancien de ce manuscrit a été trouvé grâce à la correspondance de Kircher. C'était un certain Georges Barèche, un alchimiste qui vivait à Prague au XVIIe siècle. Barèche, il semblerait que lui aussi était perplexe à propos de ce sphinx, hein, c'est ainsi qu'appelait ce manuscrit, qui a pris de la place inutilement dans sa bibliothèque pendant des années. Donc, Barèche, qui semblerait être un des propriétaires qui a eu en possession ce manuscrit le plus lointain, a essayé de le faire analyser, d'avoir des réponses, mais voilà, encore une fois, tout a échoué. Barèche apprit que Kircher, un savant jésuite issu du collège romain, avait publié un dictionnaire copte éthiopien et qui savait du coup déchiffrer les hiéroglyphes égyptiens. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il y envoie à Rome par 2 fois le manuscrit. Barèche envoie à Kircher le manuscrit par 2 fois, mais par 2 fois, c'est des copies bien sûr, une copie d'une partie du manuscrit, pas un entier, en lui demandant des indices, de trouver en tout cas, de résoudre cette énigme. Mais par 2 fois, bah, même Kircher n'a pas trouvé. Alors, d'ailleurs, vu que certaines personnes disent que le manuscrit, pouvait avoir été écrit, par exemple, par monsieur, heu, Yonich, duquel elle lui a donné le nom et cetera. Il y a eu tellement de choses de dites sur ce bouquin, vraiment tellement de choses de dites. Mais en fait, si on continue sur son tracé, après avoir tenté 2 fois, hein, le propriétaire le plus ancien de ce manuscrit, d'en découvrir l'origine sans résultat, et ben, Barèche, qu'est-ce qu'il fait? Heu, Après sa mort, en fait, délègue ce bouquin, ce manuscrit, à Jean-Mérec Marcy, qui était proviseur à l'université Charles de Prague, hein. C'était un médecin, un mathématicien orientaliste et il avait travaillé justement avec Kircher à Rome. Il était officiellement médecin de l'empereur Ferdinand de Troie. Donc qu'est-ce qu'il fait? Encore une fois, hein, Marcy qui a récupéré, heu, le manuscrit, de suite du décès de Barèche, il envoie à Rome, ben, le manuscrit à Kircher. Alors, ce bouquin se retrouve à Rome. La lettre de 1666 que Marcy envoie à Kircher est encore jointe à ce jour au manuscrit. Et cette lettre dit tout simplement que le manuscrit fut à l'origine acheté pour 600 thalers d'or par l'empereur Rodolphe II. Parce que cet empereur, il pensait que l'ouvrage était le fruit du travail de Roger Bacon. Mais l'hypothèse avait été avancée que le manuscrit serait tombé entre les mains de la reine Christine de Suède en 1648, à l'occasion de la bataille de Prague, et celle qui a récupéré ce manuscrit, qui l'aurait amené bien plus tard à Rome, après son abdication. Le cardinal Odescalchi, son légataire, l'aurait par la suite confié à la bibliothèque du collège romain et on perd ensuite la trace du livre pendant 2 siècles. Voilà. En perdant la trace de ce manuscrit, pendant, 2 siècles, heu, contre, je dirais plus que contre, mais, selon toute ressemblance en fait, il a été conservé comme, toutes les conversations, les correspondances de Kircher dans la bibliothèque du collège romain.
ce qu'aujourd'hui on appelle l'université pontificale grégorienne. Et donc, il est fort possible qu'il soit resté dans cette bibliothèque, avec tous les courriers de Kircher, que c'était quelqu'un, un crypteur très, un cryptologue très connu, d'accord? Hein, avec tous ses travaux, avec tout, ce qu'il a pu traduire et avec toutes les correspondances des personnes aussi en lien avec ce manuscrit. Ben, voilà, donc ce bouquin est resté, pendant des siècles, dans les oubliettes. Voilà, dans les oubliettes. Maintenant, après que l'invasion de la ville par les troupes de Victor Emmanuel II, hein, heu, y envahissent donc l'État Pontificio en 1870, le nouveau gouvernement italien décide de confisquer beaucoup de biens à l'Église et notamment la bibliothèque du Collège romain. Et d'après les recherches donc d'un certain Xavier Ceccaldi et d'autres, nombreux livres ont été transférés à la hâte juste avant cet événement dans la bibliothèque privée des facultés. Et parmi ces bouquins, il se trouvait le manuscrit mystérieux. Voilà. C'est vraiment une histoire de dingue parce que ce manuscrit a beaucoup voyagé et dans les siècles précédents et même, je vous dirais, dans les derniers siècles, d'accord? Ce bouquin, de toute façon, on en parle bien aussi au XXe siècle, hein. Donc, ce que l'on vous dit, c'est qu'en 1912, le Collège romain décide de le vendre très discré très discrètement, de vendre certains biens, donc y compris ce manuscrit. Et c'est là que de coup, ce bouquin vient acheté par cet antiquaire. Donc, quand il y a eu l'invasion et que les biens ont été confisqués, certains biens, y compris cette bibliothèque, à l'église, parmi les biens confisqués se trouvait ce manuscrit. Ce manuscrit qui a été oublié quand même pendant 2 siècles. Et puis comme ça, quand finalement on a voulu revendre certains de ces bouquins, mmh, de ces, biens confisqués, et ben, cet antiquaire est arrivé au monastère en Italie, il a trouvé parmi ces bouquins ce livre. Un livre qui ne porte pas d'auteur et c'est pour ça qu'il porte son nom d'ailleurs. Alors c'est quand même, très, très impressionnant tout le parcours qui fait ce manuscrit et j'aimerais quand même vous donner, où il se trouve aujourd'hui, même si je vous l'ai déjà dit, mais comment il a atterri là-bas. Et c'est vraiment simple, hein. En fait, Wilfrid Voynich donc l'achète avec 30 autres manuscrits, hein, à ce monastère en Italie, hein, des biens qui avaient été confisqués des siècles plus tôt, parmi lesquels se trouve donc parmi ces 30 manuscrits, ces 30 livres se trouve ce manuscrit sans nom. Donc après sa mort, en 1930, sa veuve qui était romancière, elle s'appelait Ethel Liliane Voynich, et ben, elle en hérédite, hein, elle hérédite ce manuscrit. Sauf que 30 ans plus tard, en 1960, ben, elle aussi décède. Elle laisse le manuscrit à son amie, à une amie très proche, Anne Neal. Et Anne Neal, en 1961, décide de le vendre, heu, mais personne ne veut l'acheter. En fait, voilà, hein, décide de le vendre, hein, et décide de vendre ce manuscrit à un marchand de livres anciens, mais incapable de trouver un acheteur, hein, et ben, il sera donné en 1969 à l'université de Yale. En fait, le livre a bien été vendu par Anne Neal, mais l'acheteur, donc un certain, Krauss, il veut s'en débarrasser, il veut le revendre, mais il ne trouve pas d'acheteur. Donc c'est lui, c'est monsieur Krauss, que c'était tout simplement un marchand de livres anciens, qui en fait don à l'université de Yale, de USA, en 1969. Une étude du parchemin sur lequel le texte a été écrit a permis d'établir en 2011 qu'il a été fabriqué entre 1404 et 1438. C'est la seule certitude que nous avons pour ce bouquin. Pourquoi? Parce que ce qui fait la datation, c'est le carbone. La datation par le carbone 14 utilisé à cet effet permet seulement d'estimer la date à laquelle sont morts les vœux
ayant servi à fabriquer le parchemin. Donc on peut en déduire qu'on est vers les années 1404-1438. C'est à cette époque qu'on utilisait cette technologie. Mais à ce jour, mes amis, c'est très complexe. Rien n'est encore sûr sur ce bouquin. Quant à l'encre utilisée pour le texte, elle ne contient pas assez de carbone pour permettre une datation et la technique de séparation du parchemin et de l'encre est encore à ce jour du coup expérimentale. Cependant, une étude de l'encre a été quand même effectuée à Chicago. Euh, Ce qu'on sait, c'est qu'on confirme que les pigments sont compatibles avec l'époque de 1404 à 1438. Après, bon, une analyse fréquentielle révèle des caractéristiques semblables aux langues naturelles, mais certains mots n'apparaissent que dans des parties précises ou sous quelques pages. D'autres sont disséminés dans tout le manuscrit. Et les répétitions au sein des légendes des figures sont vraiment rares. Sur d'autres points, le langage du manuscrit diffère sensiblement des langues européennes. Par exemple, il n'y a pratiquement aucun mot avec plus de 10 syllabes et presque aucun mot moins de 3 lettres. Donc, c'est une distribution des lettres quand même assez atypique pour l'Occident. Certains caractères n'apparaissent qu'au début d'un mot, d'autres à la fin, d'autres au milieu. Donc, c'est vraiment à rien y comprendre. Donc, à ce jour, mes amis, le manuscrit de Voynich reste tout à fait un mystère encore à résoudre. On ne connaît pas la hauteur, on ne connaît pas de quoi il parle, on ne connaît pas dans quelle langue il est écrit. Mais alors ce livre, c'est un livre magique de sciences interdites ou de mystification médiévale. Le mystère du manuscrit Voynich reste tout entier et continue de fasciner à travers le monde les esprits des chercheurs et des personnes curieuses et immondes des mystères. Ce qu'on peut dire, c'est que après plusieurs expertises, hypothèses, les demandes restent toujours les mêmes. Qui l'a écrit? En quelle langue? Et quelle est sa réelle signification? Et à ce jour, il n'y a aucune réponse pour ce manuscrit. Un manuscrit euh, qui est revenu d'entre les morts, on dirait, euh, de ce monastère en Italie. Après avoir tant voyagé, il a été oublié. Et puis par magie, il ressuscite, découvert par Voynich, qui l'achète avec 30 autres manuscrits, mais personne n'a pu jamais percer le mystère. Aujourd'hui, il repose dans cette université, en attendant peut-être que quelqu'un arrive à percer le mystère. Mais on y arriveront-on un jour? Je serais bien curieuse de savoir qu'est-ce que vous en pensez, si vous connaissiez l'histoire de ce manuscrit. Mais votre curiosité va certainement s'attiser et vous pourrez trouver sur le net des images, des formules. Vous pourrez voir aussi, on va dire l'alphabet, mais c'est vraiment des signes, hein, plus que des lettres. Mais c'est vraiment très curieux. Moi, ça m'a beaucoup intriguée. Ça me laisse aussi perplexe parce que je me dis que nous avons encore tant de choses dont nous ne connaissons pas, qui nous ont été laissées par nos ancêtres, par des civilisations oubliées, par des civilisations qui sont venues aussi à manquer parce qu'ont disparu définitivement. Et je reste persuadée, et c'est mon petit point de vue bien sûr, que certainement, certaines civilisations nous ont laissé des grands trésors, mais on n'en découvrira jamais la vraie signification parce que vu qu'ils ont disparu à jamais, eh ben, on ne savait même pas qu'ils existaient. Donc, c'est fort possible, à mon humble avis, que ce soit une langue complètement disparue. Et probablement, effectivement, vu qu'il y a des plantes, peut-être qu'il y avait des remèdes médicinaux, c'était peut-être aussi un médecin, un qui sait, un guérisseur, hein, un médecin de ces temps anciens qui mettait par écrit ces formules, vu qu'on parle de femmes nues dans l'eau. Qui sait? C'est une possibilité. Mais je pense que Mère Nature depuis plutôt, je dirais la Terre, depuis qu'elle existe, elle a encore beaucoup de mystères à percer. Il y aura certainement encore plein de choses qu'on pourrait découvrir, plein de choses qui ont été découvertes, mais qui restent dans un petit coin quelque part parce qu'on n'a pas d'explication, on n'a pas de quoi donner une certitude. Je pense que nous avons encore beaucoup de choses à découvrir et ça ne s'arrêtera jamais de nous étonner
parce que depuis que ce monde existe, nos ancêtres, toutes ces civilisations qui nous ont précédés ont laissé des empreintes de connaissances richissimes avec, moins de matériaux que nous, ils arrivaient à faire plus que nous. Ils étaient bien plus intelligents que nous faisons appel à l'intelligence artificielle, avec toutes ces machines robotisées, avec toutes ces technologies, mais eux, de leurs mains et de leur savoir, ont construit, bâti, hein, des villes entières, des empires et des connaissances qui nous dépassent encore à ce jour. N'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous en pensez de cette première vidéo, si ça vous plaît, et je pense que le prochain rendez-vous, ça sera avec, hem, un phénomène surnaturel. Je vous envoie plein de bisous. Merci de partager, de liker, de commenter. Je vous dis à très bientôt. Merci. N'hésitez pas de regarder mon site web. Les informations se trouvent dans la barre d'informations, ce qui vous permettra, mes chers amis, de voir ce que je vous propose. À très bientôt. Je vous embrasse.